Salam alaikum. On va terminer le programme avec le dernier chapitre sur la couche application. Et on va enchaîner par la suite par une petite révision. Donc, c'est vers la fin. Pour rappel, on a déjà vu ça. La couche application du protocole TCP/IP correspond aux trois couches du modèle OSI. La couche application, la couche présentation et la couche session. Et donc, la couche application, euh, c'est une interface entre le réseau et l'utilisateur. Et elle permet donc à celui-ci de pouvoir communiquer à travers un réseau et de pouvoir lancer des différents services d'accès réseau. Donc, son but principal, c'est de faciliter l'accès aux différents services réseau. Dans la couche application, donc, il existe plusieurs protocoles. Certains protocoles euh, sont présentés ici, tels que le protocole HTTP, FTP, TFTP, qu'on va présenter par la suite. Certains de ces protocoles sont cachés pour l'utilisateur. Ce n'est pas lui qui va y accéder directement, tels que DNS, IMAP et d'autres. Et donc, c'est lui qui va y faire accès directement, tels que HTTP, un navigateur web, ou bien FTP pour le transfert de très longs fichiers. Donc, certains protocoles, il a accès directement, d'autres, l'accès il est indirect. Ce sont les protocoles auxquels il a accès qui font appel à d'autres protocoles et le tout se trouve dans la couche application. Un petit rappel aussi pour la couche présentation et session. Donc la couche présentation, elle permet de formater et de présenter les données au niveau donc la source pour que au niveau de la réception, les données soient compatibles. Elle fait aussi de la compression de données pour réduire la quantité d'informations à transférer dans un réseau. Et aussi pour des raisons de sécurité, elle réalise le chiffrement ou bien le cryptage des données échangées dans le réseau. Cryptage et décryptage, ou bien chiffrement et déchiffrement. Alors que la concession, elle gère les communications entre l'application source et l'application de réception. Donc, elle gère l'ouverture de session, leur fermeture, leur maintien. Ça, c'est un rappel de ce qui a été déjà vu auparavant. Alors, donc les protocoles de couche application sont utilisés par les périphériques source et de destination pendant une session de communication. C'est-à-dire que euh, lors d'une communication, ce n'est pas les machines qui communiquent en fait, c'est des applications qui s'exécutent sur ces machines-là. Les protocoles d'application TCP/IP spécifient le format et les informations de contrôle nécessaires pour de nombreuses fonctions de communication courantes sur Internet. Il suffit de prendre les différentes applications. Bien sûr, pour que les communications aboutissent, bien sûr, face sans ambiguïté, les protocoles de couche application implémentés sur les deux côtés, il faut qu'elles soient compatibles. Ça, c'est évident. Quelques exemples d'applications. Donc, il y a l'application DNS, l'application DHCP et l'application HTTP, bien, le protocole HTTP. Parmi ces trois, par exemple,
HTTP fait accès, on fait accès directement à travers un navigateur, alors que DHCP et DNS, ce sont des applications auxquelles l'accès il est indirect. C'est pas l'utilisateur qui fait accès directement. Ce sont d'autres applications qui leur font appel pour un besoin donné. On verra ça, on va l'écrire par la suite. On va commencer par présenter d'abord la couche, le protocole HTTP, protocole de transfert hypertexte. Avant de commencer de présenter ces différents protocoles, est-ce que vous avez des questions concernant le rôle de la couche application? Est-ce que tout le monde a compris le rôle de la couche application? Est-il des questions concernant le rôle de la couche application? OK. On va commencer donc par présenter le premier protocole, le protocole hypertexte pour le transfert de données. Il s'appelle donc HTTP. Donc vous saisissez donc, lorsque vous saisissez euh, l'adresse d'un site ou bien l'URL d'un site ou le nom d'un site, celui-ci vous le tapez sur l'application qui est un navigateur web et il va établir une connexion avec le service web, service web du site que vous avez tapé sur le navigateur. Le service web qui va s'exécuter sur le serveur distant auquel vous voulez faire accès va utiliser bien sûr le protocole HTTP pour assurer un tel service d'accès aux différentes pages web, aux sites web, etc. La première étape donc consiste, on vient de le voir, euh, par le navigateur, par le protocole HTTP, d'interpréter l'adresse URL ou bien le nom de l'URL qui est composé de, en général, il est composé de trois parties. Le nom du protocole HTTP, donc ici, comme vous le voyez, HTTP, il y a deux cas, il y a le HTTP, on verra par la suite, il y a le HTTPS. Donc on mentionne HTTP. Ensuite, il y a le nom du serveur sur lequel va s'exécuter ce service-là. C'est www par exemple, .cisco.com. Et éventuellement, on peut avoir aussi le nom du fichier demandé. Le fichier qui peut être une page web ou bien n'importe quel fichier, donc avec le format HTML. C'est la première étape. Donc, c'est l'interprétation de chacune de ces trois parties. Le premier décrit le protocole utilisé. Deuxième, le nom du serveur. Et troisième, c'est le nom du fichier qui est demandé. L'étape 2, le navigateur vérifie ensuite avec un serveur de nom. Vous allez taper le nom du serveur pour convertir l'adresse que vous avez tapée ou bien l'URL que vous avez tapée en une adresse IP qui est nécessaire pour se connecter au serveur. Et si ce site, vous y avez déjà accès, l'adresse IP elle est stockée dans votre machine, donc il peut la récupérer, l'adresse qui lui correspond, c'est stable, qui est dans votre machine. Sinon, il fait appel, on verra plus tard, au service DNS pour récupérer une telle information qui est inconnue. Donc, le client va initier une requête HTTP à un serveur en envoyant le message GET. GET, il va l'envoyer au serveur pour demander le fichier HTML, le fichier qui est demandé pour un certain service sur le serveur web. Comme vous le voyez ici donc, le client envoie une requête GET vers le serveur pour demander de recevoir cette page web qui sera contenue dans
d'un fichier, par exemple index.html. Étape 3, le réponse envoie le code HTML de cette page web au navigateur du client. Donc voilà la page web par exemple, celle-ci. Donc c'est un code HTML. Donc ce que vous recevez sur votre machine, ce n'est pas la page web telle que vous voyez, mais elle est codée. Elle est codée avec du code HTML. Je pense que vous avez vu ça dans le module initiation web. Vous allez voir plus de détails l'année prochaine, Inch'Allah, dans le module programmation web. L'étape 4, le navigateur donc, du client va chiffrer le code HTML pour mettre en forme sur la fenêtre du navigateur la page auquel vous voulez faire accès, telle que vous voyez ici. Donc, c'est votre navigateur qui va déchiffrer le code HTML, bien sûr à travers le protocole HTTP. Ainsi donc, vous aurez accès à la page auquel que vous avez reçue à partir du serveur. Donc, pour résumer donc tout ça, le protocole HTTP est un protocole qui consiste en requêtes et réponses qui spécifient des messages utilisés dans une communication lors de l'accès vers un serveur web. Donc, il y a trois types de messages. Il y a GET, donc sur requête pour obtenir des données, pour recevoir donc des données, telles que des pages web. Il y a aussi le message POST. Celui-ci, c'est pour télécharger, pour transférer plutôt, pour transférer, c'est mieux, pour transférer des fichiers vers le serveur web. Donc, par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire, pour ensuite l'envoyer. Pour l'envoyer, ça se fait à travers la commande de message POST. Il y a aussi PUT. Bon, ce que je viens de dire, c'est plutôt PUT. Donc, PUT, c'est pour transférer des ressources ou bien des données vers le serveur web. Et POST, c'est pour télécharger en fait. Donc, c'est l'inverse. Ça, POST pour télécharger et PUT pour envoyer. Ok. Mais pour recevoir donc une simple page web, c'est à travers la commande GET. Ok. Si c'est donc des données importantes, c'est POST qui fait ce téléchargement. Il y a une question, celui qui fait ces commandes-là, c'est le protocole HTTP qui est derrière le navigateur web. Voilà. Ok. Donc, c'est le protocole HTTP qui gère toutes ces commandes. Et le HTTP, il est exécuté parce que votre navigateur y a fait appel. Vous avez écrit dans votre URL HTTP ici, HTTP, donc c'est dans le navigateur. Votre navigateur fait appel à HTTP, et HTTP, c'est lui qui gère ces commandes-là selon ce que vous avez fait comme accès. Si vous demandez une simple page web, c'est GET. Si vous demandez à télécharger un formulaire donc, qui est présenté dans le site web, c'est POST. Une fois que le formulaire est rempli, par exemple, pour le renvoyer, c'est PUT. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une différence entre GET et POST. Hein. GET, c'est pour télécharger les pages web du code HTML, par exemple. Et si vous voulez télécharger un document qui est offert, qui est disponible sur un site web, c'est POST qui permet de télécharger un certain document, un certain fichier. Une fois rempli, c'est pour, si vous voulez par exemple le remplir, pour le renvoyer vers le serveur, c'est PUT. Voilà. Maintenant, différence entre HTTP et HTTPS. Pour ceux qui ne le savent pas, donc HTTP n'est pas un protocole sécurisé. Il échange des messages en clair. Donc, si vous voulez que l'échange des messages soit sécurisé, il faut le chiffrer. Et pour le chiffrer, il faut utiliser le protocole, dans ce cas-là, HTTPS. Donc, HTTPS assure, en plus du chiffrement
des données qui sont échangées entre les clients et le serveur, mais aussi il utilise l'authentification. Il vérifie est-ce que le client il est authentique. Le protocole utilisé pour chiffrer donc les données échangées entre les clients et le serveur, le protocole s'appelle SSL. Il permet donc de chiffrer les données pour qu'ils ne soient pas lisibles par quelqu'un qui pourrait les intercepter. Si quelqu'un intercepte ces données, qui n'a pas les clés nécessaires pour déchiffrer les données échangées, il ne pourra pas lire leur contenu. Lorsqu'on reçoit un document chiffré, ou bien crypté, pour pouvoir obtenir son contenu en clair, il faudra avoir des clés, des sortes de codes pour pouvoir décoder ces messages. Donc, le processus qu'on vient de voir avec HTTP est le même. Il est le même qui est utilisé avec le protocole HTTPS. Y a-t-il des questions concernant HTTP? C'est juste une présentation pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne lorsque vous faites accès aux différents sites web. Y a-t-il des questions? On doit passer à la prochaine application. Ok. Donc, c'est surtout juste une présentation. On ne va pas trop donner de détails, faute de temps. Il faut laisser un peu de temps pour la révision. Je vais vous faire un dernier exercice tout à l'heure en séance de TD. Il y a une remarque. HTML n'est pas un protocole, hein. C'est un langage. HTML, c'est un langage. Le protocole, c'est HTTP. D'accord? SSL, non, 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 SSL, c'est un protocole pour chiffrer les données. Il n'a rien à voir avec HTML. Si on veut chiffrer les données, que ce soit avec HTTP ou autre, on utilise SSL par exemple. Et SSL, c'est un autre protocole qui fait autre chose, qui chiffre les données. D'accord? Auquel fait appel, SSL, il est appelé par HTTPS. Bon, c'est clair? Faites la différence des choses, hein. HTTP, c'est un protocole qui fonctionne avec les commandes requêtes et réponses, qu'on vient de voir. HTML, c'est un langage qui permet de décrire donc des pages web avec un code HTML. C'est une façon de présenter des pages web sous forme codée. C'est comme vous l'avez déjà vu. Et SSL, c'est un protocole de chiffrement et de déchiffrement. Il reçoit des messages en clair qui sont transparents, qui sont lisibles. Il génère des messages qui ne sont pas lisibles. Il fait aussi l'inverse. Voilà. Pas d'autres questions concernant HTTP? Ok. On passe maintenant au protocole de messagerie, tel que SNMTP. Bon, la messagerie est une méthode de stockage et de transfert qui permet de stocker et de récupérer des messages électroniques à travers un réseau. Donc, les messages électroniques sont stockés dans des bases de données sur des serveurs de messagerie, sur des serveurs de messagerie, tels que par exemple le serveur de Google qui est Gmail, un serveur, j'imagine, qui stocke les messages que vous échangez avec d'autres personnes. Donc, la messagerie électronique permet d'envoyer un message vers le serveur va le stocker et quelqu'un d'autre va le récupérer lorsqu'il est destinataire de ce message. Donc, les clients de messagerie communiquent avec les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir les messages.
Ce n'est pas directement avec la personne vers qui vous voulez envoyer un message, hein. Donc la messagerie passe par votre serveur de messagerie qui stocke les messages que vous voulez envoyer vers quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un vous répond, vous allez le récupérer à partir de ce serveur, pas directement depuis celui qui vous l'a envoyé. D'accord? Donc, les protocoles de messagerie utilisés pour le fonctionnement suivant sont les suivants. Il y a des protocoles qui sont derrière donc l'application de messagerie électronique, des protocoles qui permettent donc d'envoyer un message vers le serveur, de le récupérer. Et vous allez voir qu'il y a différents protocoles pour ça. Le protocole donc de messagerie, il y a le protocole SMTP, donc Simple Mail Transfer Protocol, pour envoyer des emails. Donc pour envoyer des emails, vous utilisez, sans le savoir bien sûr, c'est le protocole SMTP. Et il faut savoir que pour recevoir un message à partir d'un serveur, les protocoles utilisés, il y a POP et IMAP. Il y a deux protocoles possibles qui permettent de récupérer les messages qu'on vous envoie à partir de vos serveurs de messagerie. Donc l'envoi se fait avec un SMTP et la réception, la récupération des messages se fait avec le protocole IMAP ou bien POP. Donc comme vous le voyez, vous avez ici deux utilisateurs qui veulent échanger des messages. L'un par exemple possède un compte de messagerie sur Gmail, ici par exemple Gmail. On suppose qu'un autre possède un compte de messagerie Hotmail, par exemple ici. Donc, lorsque vous envoyez un message, vous l'envoyez avec le protocole SMTP vers votre serveur, vers votre serveur. Et votre serveur, lorsqu'il voit que votre message est destiné à certaines personnes, il va l'envoyer au serveur auquel la personne a un compte. Et l'échange des messages, ou bien l'envoi des messages entre différents serveurs de messagerie se fait aussi avec SMTP. L'envoi des messages se fait avec SMTP. D'accord? Lorsqu'un client envoie un email, le processus SMTP, c'est lui qui se connecte à un processus SMTP sur le serveur avec le port, avec le port 25. Donc, l'application, le protocole SMTP, consiste en une application numérotée par numéro 25. Une fois la connexion établie, le client essaye d'envoyer les mails au serveur via la connexion. Donc, si on parle ici de connexion établie, d'après vous, SMTP, que va-t-il utiliser comme protocole dans la couche transport? SMTP est une application qui se trouve dans la couche application. Pour envoyer un email, elle doit passer par la couche transport. Elle va utiliser dans ce cas-là quel protocole dans la couche transport? Répondez. Quel est le protocole qui sera utilisé qui sera utilisé dans la couche transport pour que le protocole SMTP qui se trouve dans la couche application envoie un message vers un serveur donné? Bon, il y a plusieurs réponses. La réponse qui est juste, c'est le protocole TCP parce qu'on parle de connexion. Il parle de connexion. Un client se connecte. Et une fois la connexion établie, le client envoie l'email. Donc, s'il n'y a pas de connexion établie, il n'y a pas d'envoi d'email. D'accord? C'est TCP et non pas UDP. UDP fonctionne sans connexion. Si vous avez un message à envoyer, vous l'envoyez directement. Lorsque un client veut envoyer un message, il va le faire directement, sans demander une connexion. Mais ici, on voit bien qu'il y a une demande de connexion. D'accord? Lorsque le serveur reçoit le message, il place celui-ci dans un compte local. Maintenant, si le destinataire n'est pas local, ce n'est pas dans ce même serveur, il le transfère
vers un autre serveur où se trouve donc le destinataire. Sinon, il est ici, il restera ici. Et lorsque le destinataire donc, se connecte à son compte de messagerie, il trouvera le message qui lui a été envoyé. Il le trouvera dans la base de données de ce serveur. Le serveur de courrier électronique de destination peut ne pas être en ligne ou peut être occupé. Par conséquent, le protocole SMTP, il met le message en attente pour envoi ultérieur. Donc l'envoi se fait lorsque le serveur il est prêt. S'il n'est pas prêt, il va reporter ce transfert plus tard jusqu'à ce que le serveur qui contient le compte de destination sera en ligne. Bon, ça c'est un petit détail. Remarque concernant le format des messages SMTP. Il y a l'adresse, il y a aussi le corps du message, bien sûr. Il y a une question. Essayez d'envoyer les questions à tout le monde, hein, pour que tout le monde en profite. Je vais recopier la question. Ça, c'est important. La question donc, a été envoyée. Pourquoi donc le message n'est pas envoyé directement au récepteur? Pourquoi le message circule à travers le serveur? Heureusement. Sinon, si tu envoies le message directement au récepteur et qu'il n'est pas connecté, le récepteur n'est pas disponible, est-ce que tu es sûr que le connecteur il est disponible? S'il n'est pas en ligne, le récepteur, est-ce qu'il va recevoir ton message? S'il n'y a pas de serveur entre vous-même. Alors, si vous envoyez un message directement à une autre personne qui n'est pas en ligne, est-ce que votre message sera reçu? Répondez. Non, eh bien non, il ne sera pas reçu. Si la personne n'est pas en ligne, il ne sera pas reçu. Et il sera perdu. Et donc, le message est toujours envoyé à un serveur qui possède donc les différents comptes. Une fois que la personne se connecte, sera en ligne, elle va retrouver le message. Donc, ce sera une remise différée. Oui, bien sûr, Gmail, Hotmail, Yahoo, tout ça, utilise ces protocoles. Oui, non, 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 non. Chaque serveur de messagerie, il est à part. Le serveur de messagerie de l'USCHB, il est à part. Il se trouve dans l'université. Le serveur de messagerie Gmail, il est à part. C'est un serveur qui appartient à Google. Même chose pour Hotmail. Pour chaque, pour chaque donc, boîte email, vous avez un serveur à part. OK. Gmail, c'est Google, oui. Donc, c'est clair? Bon, il y a une autre question. Donc, comme vous le voyez ici, là, par exemple, vous pouvez avoir serveur de euh, Gmail, par exemple. Ici, Gmail. Là, vous avez Hotmail, par exemple. Ou bien Yahoo. OK. Chaque, pour chaque boîte, pour chaque service de messagerie, il y a un serveur à part. Si deux personnes, par exemple, ils s'échangent des messages, ont le même compte Gmail, leur compte, il est là. Leur compte, il est dans le même serveur. OK. Bon, les serveurs Gmail, on peut les avoir en plusieurs copies, hein, avec une coopération, bien sûr. Mais on parle du même service. Ils sont là. Dans ce cas-là, lorsqu'un émetteur, on voit donc, bon, on va schématiser aussi le fait qu'il y a deux clients sur, au niveau donc du même, voilà. Si
la machine A, bien la personne A, qui se trouve sur A, envoie un message à la machine B, à la machine C. Si A envoie un message à la personne B, le message sera stocké dans le serveur et c'est bon. Lorsque B se connecte à son compte de messagerie Gmail, il trouvera le message qui lui a été envoyé. Il va le trouver ici. Si B était déjà en ligne, il recevra une notification que son message, il vient de recevoir un message. Donc il va le récupérer. Il va le récupérer. Donc le message n'est pas envoyé directement à B. Ah non, le message est envoyé au serveur. Et si vous êtes connecté, si vous êtes en ligne et connecté à votre boîte email, vous allez recevoir une notification qui vous dit que vous avez reçu un message. Maintenant, pour récupérer le message, il faut cliquer sur le message, ce que vous faites généralement. Vous cliquez sur le message. En cliquant sur le message va venir vers vous. Et par qui sera téléchargé? Il sera récupéré par les protocoles POP ou bien IMAP. Donc, le transfert des messages vers le serveur et leur récupération n'est pas faite par le même protocole. Ce n'est pas la même chose. Il y a une question pourquoi ce n'est pas le même protocole. Parce que lorsque vous envoyez un message, vous l'envoyez vers un serveur, le serveur, il peut l'envoyer vers un autre serveur, un SMTP. Mais pour télécharger un message après le serveur, c'est une autre procédure qui n'est pas pareille à celle de l'émission. Elle se fait par le protocole POP ou bien IMAP. OK. Une question de Ali Khouja, j'ai pas compris. On a vu qu'on devait avoir des copies des serveurs en ADM. Oui, oui, des copies de serveurs, oui. Il n'y a pas un seul serveur, sinon ce sera saturé. Mais ces copies-là travaillent comme si vous avez un seul serveur pour chaque messagerie, pour chaque service de messagerie. OK, Ali Khouja? J'ai dit, donc, j'ai dit que c'est pour surtout différencier les différents serveurs associés à différents services de messagerie. Yahoo a son propre serveur. Gmail aussi, c'est pas les mêmes. Mais au niveau du Gmail, on peut avoir plusieurs serveurs, bien sûr, pour s'entraider afin de gérer les différents comptes à travers le monde. D'accord? Voilà, ils partagent le travail. Ils partagent le travail. Ils se répartissent le travail. Voilà. Ensuite, une fois le message a été envoyé vers le serveur approprié, où se trouve le client, où se trouve le récepteur, sa récupération lorsque le récepteur se connecte à sa boîte email se fait avec le protocole POP. Et le protocole POP est utilisé par une application pour récupérer le courrier électronique à partir d'un serveur de messagerie, le serveur sur lequel vous avez un compte. Lorsque le courrier est téléchargé du serveur vers le client, en utilisant le protocole POP, les messages sont alors supprimés sur le serveur. Avec POP, le message il est supprimé. Donc, il restera à votre niveau. Le serveur démarre le service POP en écoutant passivement donc les éventuelles requêtes de connexion client sur le port TCP 110. Donc, le protocole POP utilise le port, est une application qui est numérotée par la valeur 110. Et vous voyez bien que c'est le port TCP, parce qu'il y a connexion. Il faut d'abord se connecter à votre serveur de messagerie pour ensuite recevoir le courrier que vous voulez lire et qu'on vous a envoyé auparavant. Ou l'envoyer tout de suite si vous êtes en ligne, sinon vous l'aurez reçu auparavant. Lorsqu'un client souhaite utiliser le service, il envoie une requête d'établissement de connexion TCP au serveur, ça c'est pour se connecter à une boîte email. Vous avez donc votre connexion à une boîte email se fait via le protocole TCP. Une fois la connexion établie, le serveur POP envoie un message de bienvenue d'abord et le client et le serveur POP échangent alors des commandes et des réponses jusqu'à ce que la connexion soit fermée ou bien abandonnée.
Maintenant, IMAP, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de différence? IMAP donc utilise une autre méthode de récupération des messages électroniques. Contrairement au protocole MOP, lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur IMAP, des copies de messages sont téléchargées dans l'application cliente et les messages originaux sont conservés sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement par l'utilisateur. Donc, lorsque vous recevrez une copie d'un message qu'on vous a envoyé, vous n'allez recevoir qu'une copie. Le message d'origine sera toujours gardé dans le serveur. Ce n'est que lorsque vous voulez le supprimer qu'il sera supprimé. Donc, ce qui est utilisé le plus, c'est le protocole IMAP, alors que POP, il le supprime directement. OK. POP et IMAP permettent de récupérer, comme vous le voyez ici, de récupérer un message à partir d'un serveur de messagerie. OK, pour récupérer un message. Avec POP, lorsque vous récupérez un message, il est supprimé du serveur. Il ne garde pas une copie. Alors qu'avec IMAP, une copie est toujours gardée sur le serveur, jusqu'à ce que vous-même, vous voulez la supprimer. Vous avez tous essayé, vous avez tous supprimé des messages dont vous n'avez plus besoin. Lorsque vous les supprimez, il n'y aura plus de copies dans le serveur de messagerie. Oh, voilà, c'est ça la différence, oui. Bon, la principale différence, il y a sûrement d'autres, mais c'est la principale différence. Maintenant, on va passer au service de nom de domaine, ou bien le service DNS. Donc, comme vous le savez, lorsque vous faites une recherche à travers Google, par exemple, et vous obtenez donc le nom d'un site intéressant sur lequel vous cherchez une certaine information, ou bien on peut vous communiquer le nom d'un site très intéressant pour obtenir certaines informations. Il n'est pas sûr que votre machine connaisse l'adresse IP de ce site, notamment pour le premier accès, pour l'accès pour la première fois. Donc, il n'y a pas d'adresse IP. Et bien sûr, comme vous le savez, si vous voulez envoyer un message à ce site-là, si vous n'avez pas d'adresse IP, il est impossible de le contacter. Sur la base du nom du site, il est impossible de contacter un site donné. Il faut avoir l'adresse IP. Et qu'est-ce qui va vous ramener l'adresse IP? C'est le service DNS. Non, 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 rien à voir avec DHCP, non. Voilà, rien à voir avec DHCP. Bon, il y a une question concernant POP. Bon, j'ai pas d'exemple là pour messagerie utilisée. Normalement, les deux, non, toutes les boîtes de messagerie utilisent POP et IMAP, hein. Ok. Le détail de ça, je n'ai pas le détail de ça. Ok. Alors, donc, par exemple, le nom d'un site, on appelle aussi le nom de domaine, tel que celui de Cisco, on peut le retenir. Et on peut le retenir beaucoup mieux que son adresse IP. Même chose pour le nom du site de l'USHB. L'adresse du site USHB, on va faire un effort pour la retenir, pour l'adresse IP. Mais si c'est le nom, ushb.dz, tout le monde peut retenir ça. Ça, c'est connu. Donc, le protocole DNS définit un service automatique qui associe les noms des ressources, les noms des sites, à leur adresse IP correspondante. Voilà. Donc, lorsque vous faites accès à un site tel que Cisco, après l'avoir tapé dans votre navigateur, si le client ne connaît pas l'adresse IP, il envoie une requête vers le serveur DNS afin de récupérer l'adresse IP de ce site. Et la réponse donc du serveur DNS, c'est de vous renvoyer l'adresse du site Cisco afin que vous puissiez l'utiliser dans votre paquet IP. Sinon, vos messages, sinon, vous ne pouvez pas le joindre. Et par la suite, vous allez envoyer votre paquet IP qui contiendra l'adresse IP de ce site. Et dans vos messages, il n'y aura pas le nom du site, bien sûr, hein.
Vous avez vu donc le format des messages. Il n'y a pas un champ dans n'importe quelle en-tête qui contient le nom du site auquel vous faites accès. Il n'y a pas de nom du site. Il n'y a que l'adresse IP de ce site-là. Il y a aussi l'adresse MAC de la machine voisine, la prochaine machine. Il y a aussi le numéro du protocole de l'application que vous utilisez pour accéder à un site donné. Mais il n'y a pas un champ qui décrit le nom du site. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris que l'envoi lors de l'envoi d'un message, le nom du site, il ne fait pas partie d'un champ dans votre message. Il n'y a que les adresses. Donc voilà le principe. On envoie d'abord une requête avec le protocole UDP pour être rapide, il n'y a pas de demande de connexion, vers votre serveur DNS et vous répond par l'adresse IP. Et dans chaque réseau, il y a un serveur DNS. En général, dans chaque réseau, on installe un serveur DNS. Vous lui envoyez donc une requête qui contient comme paramètre le nom d'un site, ce serveur DNS de votre réseau, et vous répond par l'adresse IP de ce site-là. Parce que lui, il possède une base de données qui contient la plupart des sites consultés. Il possède une grande base de données où il y a une correspondance ou bien une association entre les différents noms de sites Internet dans le monde entier et leur adresse IP. Ils vous répondent par leur adresse IP. Donc, c'est un cycle rapide via le protocole, donc via le service DNS. Il y a une question, est-ce qu'il peut être dans un routeur? Oui, peut-être, mais c'est pas bien parce que ça va ralentir le routeur pour assurer la fonction de routage. Le routeur, il est fait pour faire le routage. Il n'est pas intéressant d'installer le serveur DNS sur un routeur. Aussi, il n'est pas intéressant d'installer le service DHCP qu'on a vu hier sur le routeur. Hier, on a fait juste parce que c'était pour voir l'exemple, mais ces différents services, il vaut mieux les installer sur des machines à part, autres que le routeur. OK. Euh, il y a une question où se trouve serveur DNS. Sur machine faite pour ça. OK. Bon, dans votre maison, il y est dans le routeur lui-même, oui. Parce que le routage qui se fait dans votre maison, il est simple. Il y a une seule route de sortie. À la maison, vous avez un routeur, le routeur ADSL. Il n'y a pas un routage compliqué. Il y a une seule sortie. Shed, med. Il n'y a pas de calcul de table de routage complexe. Il y a différentes sorties. Est-ce que votre routeur possède plusieurs voisins? Votre routeur à la maison, il possède un seul voisin. C'est le routeur d'Algérie Télécom, qui se trouve dans votre région. OK. Donc, ce routeur-là, s'il lui installe le service DHCP, service DNS, c'est pas trop grave. Il va pas le ralentir, hein, parce qu'il ne va pas faire un routage très complexe. Mais dans un vrai réseau tel que le réseau de l'USHP, par exemple, dans lequel il y a plusieurs machines, le routeur peut être lié à plusieurs réseaux externes. Si donc le routeur fait aussi le service, assure aussi le service DNS et le service DHCP, c'est pas bien, ça va le ralentir. Donc c'est bien de mettre des machines spéciales pour assurer ces différents services, pour ne pas ralentir le routeur dans sa fonction de routage. Donc, le serveur DNS, il stocke ces différentes informations dans ce qu'on appelle des enregistrements. Des enregistrements qui associent un nom d'un site et son adresse IP. Ces enregistrements donc, possèdent des noms. Ils ont un format appelé A grand A pour la version IPv4 et 4 fois A pour la version IPv6. C'est des noms donc qui, qui montrent l'enregistrement associant l'adresse IP à un site.
Donc, lorsqu'un client envoie une requête, le processus du serveur DNS cherche d'abord dans ses propres enregistrements, dans sa propre base de données, pour trouver une réponse, pour trouver l'adresse IP associée à ce nom. S'il n'a pas une telle information, s'il ne trouve pas que ce site-là est stocké dans sa base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter d'autres serveurs DNS pour rechercher cette information. Il faut donc savoir que les serveurs DNS sont reliés entre eux. Si votre serveur DNS de votre réseau, par exemple celui de l'USHB ou bien celui de votre maison, s'il ne connaît pas une telle information, votre serveur DNS, il va contacter celui d'Algérie Télécom. Celui d'Algérie Télécom, parce que votre serveur DNS est relié directement à un serveur DNS d'Algérie Télécom. Et par exemple, le serveur DNS de l'USHB, s'il n'a pas l'information, lui, il va contacter le serveur DNS du CERIST qui se trouve à Ben Aknoun. Parce que le réseau de l'USHB, pour l'accès Internet, il est relié directement à Ben Aknoun, au routeur de Ben Aknoun, au routeur dans un centre de recherche qui s'appelle CERIST. Et dans ce centre de recherche, il y a aussi un serveur DNS. Si le serveur DNS du CERIST à Ben Aknoun, lui aussi, ne connaît pas cette information, lui, il va contacter le serveur DNS hiérarchique auquel il est relié, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un serveur DNS qui connaît tous les sites d'Internet. Et lorsqu'une correspondance est trouvée dans un certain serveur DNS autre que le vôtre, et donc votre serveur DNS, lorsqu'il va recevoir l'information, il va la stocker dans sa base de données pour que la prochaine fois, si quelqu'un d'autre va demander la même information, il ne va pas déranger le serveur DNS voisin. Et l'échange des bases de données, donc chaque serveur DNS possède une base de données. Il y a un échange des bases de données entre les différents serveurs DNS. Cet échange-là, l'échange des différentes bases de données qui contiennent toutes ces informations, se fait avec le protocole TCP. Voilà pourquoi le DNS parfois utilise UDP, parfois utilise TCP. DNS, c'est pour l'échange, plutôt UDP, c'est pour l'échange des requêtes et réponses entre un client et un serveur DNS. Et entre les différents serveurs DNS pour l'échange de leurs bases de données, il se fait via le protocole TCP. Parce qu'on n'a pas intérêt à qu'il y ait des erreurs dans la base de données échangée. D'accord? Voilà donc une hiérarchie de serveurs DNS. Il y a bien sûr la racine, celui qui connaît tout. Donc, chaque site créé sur Internet, le serveur DNS racine doit connaître donc tous les sites avec leur adresse IP. Voilà une hiérarchie selon aussi le différents sites, site.com, site.net. Donc, pour chaque type de site, il y a un serveur dédié. Ensuite, pour le .com, il y a plusieurs. Donc, il y a aussi le .dz, il y a tout dépend des pays. Voilà. Par exemple, AU, c'est Australie. DZ, c'est Algérie. Ainsi de suite. Maintenant, comment on peut aussi donc retrouver l'adresse IP d'un site euh, avec avec la commande NSLookup dans votre interpréteur de commande, dans votre invite de commande, le fameux écran noir. Euh, je vous invite donc à lancer votre invite de commande, avec la commande CMD, pardon, CMD. Je vais partager. Voilà, par exemple. Partagez donc, lancez la commande CMD, l'invite de commande. Et mettez par exemple NSLookup www.ushb.dz.
.dz et vous donne l'adresse IP du site SHB qui est 193 194 89 19. OK. Sur ma machine, bien sûr, ici j'ai utilisé moi le serveur DNS Google 8888. OK. Faites-le, essayez de le faire. Tapez la commande nslookup et tapez un nom d'un site donné. On va voir pour le site cisco.com. Il y a l'adresse IP donc, comme vous voyez ici, bien sûr, il y a l'adresse 104 121 1252, en plus de l'adresse IPv6. L'adresse IPv6, alors que, voilà, c'est la même. Voilà, très bien, les autres. Alors que, vous l'avez remarqué, malheureusement, notre site SHB n'a pas d'adresse IPv6. Ah, c'est dommage. Hein? OK. Allez, voilà. Belkhoudia, Belkhoudia. Facebook, oui, Facebook 57. Voilà, essayez différents sites et vous allez voir que vous pouvez avoir leur adresse IP. Voilà. Essayez de partager à tout le monde pour voir que c'est les mêmes adresses IP. Hein. Faites le partage pour tout le monde. Envoyez le message à tout le monde. C'est bon? Voilà l'adresse IPv6, voilà. Hein, l'adresse IPv6 du site Cisco, du site Cisco. Voilà. Voilà. On revient au cours. Maintenant, on passe au dernier protocole, le protocole DHCP qu'on a vu hier. Donc, le protocole DHCP permet donc d'attribuer des adresses aux machines de façon automatique et dynamique, sans le faire manuellement, notamment pour un réseau qui possède un nombre important de machines. Donc, il vous donne l'adresse IP, le masque, éventuellement les adresses des passerelles par défaut, l'adresse de votre serveur DNS qui sera utilisé. Donc, au moment où une machine se connecte à un réseau, le serveur DNS, pardon, le serveur DHCP est contacté et une adresse est demandée. Et bien sûr, le serveur DHCP choisit une adresse dans une plage d'adresses configurée, nommée pool. Et il va l'affecter à la machine pendant une durée définie. Elle n'est pas illimitée. Donc, bien sûr, dans de nombreux réseaux, on utilise en même temps DHCP et l'adressage statique. On a vu ça hier.
DHCP, c'est pour les différentes machines, mais l'adressage statique, c'est pour les périphériques réseau, tels que les routeurs, les switches, les serveurs, les imprimantes, tout ça, il faut les configurer de façon manuelle. Oui, et on l'a fait sur le routeur, oui. Oui, c'est mieux, oui. Voilà. C'est un équipement à part. Bon, une remarque concernant le DHCP version 6, c'est même, même service pour IPv4. On n'a pas vu le V6, ça c'est, on va pas en parler. Alors, comment se fait le processus? Un client, d'abord, envoie ce qu'on appelle une requête de découverte de serveur DHCP parce qu'il n'a pas d'adresse IP, donc il ne connaît personne. Il va envoyer une requête de découverte de serveur DHCP. Et comme il ne connaît personne, il va l'envoyer à travers un processus de diffusion. Au niveau adresse MAC, il fait une diffusion. Donc, c'est une requête qu'on peut envoyer même si on n'a pas, même si on n'a pas d'adresse IP. Et comme il ne connaît pas l'adresse IP du serveur, il fait aussi une diffusion. Que fait alors le serveur? Il va offrir une adresse IP au client. Il va lui offrir une adresse IP au client. Ensuite, troisième étape, le client, il va l'accepter. Il va l'accepter. Et dernière étape, il va accepter en envoyant la commande DHCP request. Et le serveur, il va noter que ça y est, j'ai confirmé que j'étais affecté. Donc, il va noter en envoyant le message DHCP ACK. Pourquoi ces quatre étapes? Parce qu'il faut savoir que on peut avoir dans un réseau plusieurs serveurs DHCP, plusieurs serveurs DHCP. Et dans ce cas-là, lorsque le client il va faire une diffusion, tous les serveurs DHCP vont être contactés. Et donc, les différents serveurs DHCP dans le réseau bien sûr, vont répondre en offrant chacun une adresse IP. Et que fait le client? Il va faire une diffusion pour choisir l'une d'elles qu'il va envoyer donc en diffusion pour dire que j'ai choisi telle adresse IP. En envoyant donc une diffusion, lorsqu'il va choisir une certaine adresse IP, l'autre serveur ou bien les autres serveurs qui n'ont pas été choisis vont savoir que leur adresse IP n'a pas été prise et donc ils vont la récupérer. Et celui pour lequel elle a été récupérée, elle a été choisie, il va lui seul répondre par ce message-là. Voilà comment se fait le principe d'échange du serveur du processus DHCP. Oui, pour votre routeur à domicile, il est sur le routeur. Non, il est sur votre routeur ADSL. Le routeur à la maison. Le routeur dans votre maison, il possède un service DHCP. Ce n'est pas le routeur d'Alger Telecom, non. Bon, celui-là, il appartient à Alger Telecom, mais celui qui est dans votre maison. Le routeur sans fil. Le routeur ADSL qui est dans votre maison. D'accord, Mahari? Le serveur DHCP est un service simple. On peut l'installer sur le routeur qui se trouve dans votre maison. Voilà. OK. Est-ce que c'est clair pour ces quatre étapes ou bien vous voulez que je réexplique? Voilà, ils sont expliqués ici. Donc, il libère connexion. Le client diffuse un message de détection DHCP pour identifier tous les serveurs DHCP disponibles sur le réseau. Ensuite, le serveur DHCP répond par un message d'offre d'une adresse DHCP. Il peut recevoir plusieurs offres, donc en raison de plusieurs serveurs DHCP sur le réseau. Donc, il doit choisir une. Et donc, il va choisir une, il va envoyer une requête de choix. Il va le faire en diffusion pour que les autres vont le savoir qu'il n'a pas choisi leur adresse IP. Et le serveur d'ACP ensuite, il va envoyer un message à CK pour dire que ça y est, l'adresse IP a été attribuée à toi. Voilà. Si l'offre n'est plus valable, bien sûr, le serveur, il peut donc envoyer un AK pour récupérer l'adresse IP. Notamment lorsque la durée expire. Donc, il va lui enlever l'adresse IP en lui envoyant DHCP NAC, un AK.
Ah, il y a encore le protocole FTP. Est-ce que c'est clair pour HDACP avant de passer au protocole FTP? Pour le téléchargement de longs fichiers, on va le présenter rapidement, c'est le dernier point. Y a-t-il des questions sur DHCP? Pas de questions? Allez, on avance. Donc, il a été développé pour permettre le transfert de données entre clients et serveurs, notamment des données avec un volume très important. Donc, FTP est une application s'exécutant sur l'ordinateur client qui sert à envoyer ou bien à télécharger des données à partir d'un serveur FTP. Voilà. Et donc, première étape, le client établit une première connexion au serveur DHCP sur le port 21. Donc, il passe par TCP. Et le client, ensuite, établit une deuxième connexion pour le transfert de données. Bon, sur le port 21, c'est pour l'envoi des messages de contrôle. Alors que pour le port 20, c'est pour l'envoi des données. Donc, il y a deux ports qui sont ouverts, deux applications qui sont ouvertes, ou bien deux couloirs. Un couloir pour le contrôle du trafic et un couloir pour l'envoi des données. Le couloir pour le contrôle du trafic, c'est le couloir numéroté par le numéro 21. Et le couloir pour échanger les données, il est numéroté par le numéro de port 20. Et le transfert de données, bien sûr, peut se faire dans les deux sens. Le client il peut télécharger ou bien il peut transférer. Voilà pour ce qui est de ce cours-là. Si vous avez des questions, je termine avec ce cours-là. J'ai présenté l'essentiel en étant un petit peu plus rapide pour pouvoir terminer le chapitre et faire une séance de révision. Y a-t-il des questions concernant donc ce cours? Je vous écoute. FTP, c'est pour le transfert de fichiers et leur téléchargement. Vous voulez donc transférer un très long fichier. Vous tapez non pas www, mais vous tapez FTP. FTP est le nom d'un site sur lequel se trouve les documents. Voilà, par exemple, pour l'accès au site web, vous tapez généralement www. Quelque chose, cisco.com par exemple. Mais pour FTP, vous tapez FTP. Nom du site, nom d'un site, .com par exemple. Voilà. OK. Donc c'est un site ici, c'est un site qui possède des fichiers à partir duquel on peut télécharger, ou bien un site vers lequel on veut transférer des fichiers. Et FTP permet de transférer de longs fichiers, alors qu'avec les boîtes mail, il y a toujours une taille limite pour transférer un fichier. Et donc, lorsque vous contactez ce site-là, il y a deux applications qui sont ouvertes. L'une sur le port numéro 21, l'autre sur le port numéro 20. Ceci au niveau du serveur. Au niveau du serveur, ici. Il y a 20 et 21. 20 pour le transfert de données, 20 pour le transfert de données, pour l'échange de données, et 21 pour l'échange de messages de contrôle. L'échange de messages de contrôle. OK. Et le client aura son propre numéro. Pour le client, un numéro de port quelconque. Voilà. Le client, s'il veut transférer un fichier, il va d'abord ouvrir une connexion avec le serveur. Il passe par le protocole TCP et l'ouverture de cette connexion se fait vers le port 21. Tout ce qui est message de contrôle pour l'ouverture de connexion, pour leur fermeture, c'est le numéro de port 21. Une fois que la connexion est établie entre le client et le serveur, il va commencer soit à envoyer des fichiers, soit à recevoir. Tout dépend de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut transférer un long fichier ou bien il veut le télécharger? Peu importe le sens, l'application qui va s'occuper de transférer ou bien de télécharger ces données-là se fait via le protocole 20 vers le serveur FTP. Voilà ce que j'ai comme détail à présenter pour le protocole FTP. C'est bon, c'est Shaib, c'est clair? OK. Donc, on arrête ici, on prend une pause de 5 minutes avant de revenir pour une séance de révision concernant
le contenu du cours de ce qu'on a vu jusqu'à présent.